thème sur lequel vous m'avez prié de m'exprimer. Et à vrai dire, pour moi, la question ne s'est jamais posée, puisque je me suis de tout temps à jamais toujours senti engagé. Mais je me suis dit quand même, en y réfléchissant, qu'il y a quelqu'un qui a peut-être préparé un petit peu le terrain. Parce que avant engagez-vous, il y avait indignez-vous. Et j'imagine que Stéphane Essal, que je connais un peu, puisqu'il est dans le 14e arrondissement, comme moi, à Paris, et qu'il a été pendant quelque temps aussi dans la section du Parti Socialiste que je fréquentais en même temps que lui. Nous nous sommes rencontrés, on a discuté, on a débattu. Moi, j'ai toujours été très, très impressionné par sa vivacité et sa jeunesse. Et quand j'ai vu le succès de cette injonction, parce qu'avant d'être un livre que j'ai lu, bien entendu, mais il y a cette invitation. Donc, après l'indignation, il y a naturellement l'engagement. Alors ça, c'est la logique qui veut dire qu'on doit pouvoir normalement s'indigner, mais il faut aussi s'engager. Alors, l'engagement, c'est une résistance, c'est un petit peu une révolte contre ce que l'on n'accepte pas. On n'accepte pas la société telle qu'elle est autour de nous, on n'accepte pas les inégalités, on n'accepte pas l'injustice. C'est en quelque sorte ce qui m'a toujours motivé, et pour cela on a envie de participer. On n'est pas satisfait du monde tel qu'il se présente à nous, on trouve qu'il ne va pas bien tel qu'il va, on a envie de le changer. Changer la vie, c'était cette belle phrase de Rimbaud qu'on a repris au Parti Socialiste en 1971 et qui a été notre slogan. Je vois des gens qui au pile de la tête, ils s'en souviennent un peu, ils sont de ma génération. Donc, effectivement, changer la vie. Et ça a été ce que nous avons voulu faire. Lorsque nous sommes arrivés en 81, on avait envie de changer la vie. Et là, je crois quand même changer un peu. On était assez inconscients, je dois dire, parce que on était resté dans l'opposition pendant très longtemps. Alors ça veut dire qu'on avait eu le temps de réfléchir, on avait beaucoup travaillé. On avait fait des colloques, des congrès, des réflexions. On avait vraiment refait le monde plusieurs fois. On avait énormément travaillé. On est arrivé là et on s'est dit maintenant, on va changer la vie, comme vous avez dit que vous le feriez. Et on était absolument inconscients des difficultés que l'on allait rencontrer. On était très naïfs. Peu d'entre nous avaient une expérience, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est ce qui peut expliquer aussi la différence qui peut exister entre 81 et aujourd'hui, 30 ans, pas seulement 30 ans, mais nous étions une équipe qui arrivions sans avoir vraiment eu une expérience pratique. Il n'y avait que deux d'entre nous. Il y avait Mitterrand et Defer, c'est tout. Il y avait une longue expérience, il faut dire. Mais nous, non, pas du tout. Ça a joué beaucoup en notre faveur, parce qu'on ne savait pas du tout, on ne connaissait pas du tout les difficultés que l'on allait rencontrer, on ne connaissait pas la force des résistances, on ne connaissait pas la force de l'administration, c'est une très puissante administration française qui est un exemple dans le monde et dont on s'inspire beaucoup et qui donne des cours d'ailleurs et des leçons, je le sais. Nous avons rencontré, on peut rencontrer à l'étranger des équipes françaises qui arrivent de la haute administration, qui viennent expliquer aux pays qui arrivent à la démocratie, on vient leur expliquer comment on peut pratiquer. Et cette puissance, cette force, c'est en même temps une difficulté pour les politiques que nous étions, et pour les politiques en général. Parce que finalement, moi je vous le dis en confidence, ne le répétez pas, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais en fait, la haute administration pense qu'elle n'a pas besoin des politiques. On peut très bien. Il est vrai que la Belgique a la Belgique se passait
été du bien. Il y en a beaucoup qui doivent se dire, mais on pourrait faire la même chose. Donc, effectivement, les politiques, quand ils arrivent, ils ont envie de transformer. Ils ont des projets, ils ont des études, ils ont des notes. Et ils ne savent pas, enfin nous ne savions pas en 81, que l'on allait avoir affaire à une administration qui était là pour mettre en œuvre ce que nous, en principe, on leur disait qu'on voulait, et qui n'avait pas du tout l'intention de bouger quoi que ce soit, parce qu'on se trouvait bien comme ça. Donc si vous laissez faire la grande, la haute, forte administration, elle peut reproduire indéfiniment tout ce qu'elle a déjà fait. Les politiques sont là pour faire bouger les lignes. Ils sont là pour faire bouger les choses, faire en sorte de les orienter différemment. Alors, c'est un petit peu ce que nous avons essayé de faire quand nous sommes arrivés en 80. Vouloir faire bouger les choses, et je parlais de l'indignation, je parlais de l'engagement, en réfléchissant à cela, il faut aussi être un peu révolté. Il faut puiser dans sa capacité de résistance, il faut pouvoir être capable d'avoir aussi un sentiment de révolte pour avoir la force suffisante pour arriver à défier, en quelque sorte, l'ordre établi. Et l'homme révolté, disait Camus, c'est celui qui dit non. Alors, la femme révoltée, c'est ce que je suis. Alors, moi je ne sais pas comment Camus voyait les hommes, mais enfin je peux vous dire que pour ce qui est d'être révolté, effectivement, je l'ai été dès la naissance. Deux jeunes journalistes ont eu l'idée, que j'ai trouvée très étrange, d'écrire sur ma vie et sont venus m'interroger, un peu comme vous avez fait en quelque sorte, pour dire racontez-nous un peu comment ça s'est passé pour vous. À vrai dire, moi je ne sais pas. Je peux évidemment récapituler, dire par quelle phase je suis passé, ce que j'ai fait, mais pourquoi je l'ai fait, pourquoi je me suis engagé, je ne sais pas. Parce que je me suis toujours senti révolté, je me suis surtout senti engagé. Mais, ce que je ne savais pas, c'était comment s'y prendre. Et tout à l'heure, vous avez là un excellent professeur qui, je pense, va revenir régulièrement vous rappeler les bases. Eh bien, il faut effectivement être un peu cultivé. Et ça, moi, je suis né dans un milieu qui était dit modeste, puisque c'est la phrase convenue, mais où on ne faisait pas d'études, et où les filles, surtout, n'avaient pas intérêt à faire des études. Les deux jeunes journalistes que j'ai eus ont eu l'idée d'inscrire leur réflexion dans une collection qui s'appelait Vie rebelle, dans une édition qui s'appelait Danger public. C'est le groupe La Martinière, qui a une édition qui s'appelle Danger public, et ils ont Vie rebelle. Et elles m'ont fait entrer là-dedans. Pourquoi? Je ne sais pas. Ma foi, encore une fois, étant donné ce que j'étais moi-même, je ne voyais pas, mais je ne pensais pas que j'étais un phénomène particulier. À la réflexion, quand je regarde maintenant un peu autour de moi et que je vois l'environnement politique, je me dis qu'effectivement, j'étais un cas, en quelque sorte. C'est un journaliste aussi. Il m'avait comparé à un canard dans une couvée de cygnes. Pas très gracieux comme expression. J'aurais pu dire un cygne dans une couvée de canard. C'est plus flatteur, d'une certaine façon quand même. Mais non, c'est le choix qu'il a fait. Alors, milieu modeste, milieu où on ne fait pas d'études, fille de surcroît. Alors quand je disais à mon père que je voulais aller au lycée à 17 ans, il me dit non, chez nous, ça se fait pas, on va pas, il faut rester à sa place. C'était un homme résigné de ce côté-là, mais c'était quand même un patriarche qui voulait faire connaître qu'au sein de la famille, c'était lui qui commandait. Mais sur le plan social, il était dans sa classe,
il n'en sortait pas, il avait été bien formaté. Parce que vous avez ça, ce problème qui existe, c'est que les classes sociales existent. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle plus des classes sociales, elles sont toujours là pourtant. Hein. Je vais autant vous dire que les luttes de classe, elles sont très vives en ce moment. Et on les voit à l'œuvre. Mais bon, on n'en parle plus tellement. Avant, c'était, quand je dis avant, je parle d'il y a 40 ans, quand moi-même je faisais ma formation politique, et on analysait et on apprenait énormément, on lisait beaucoup aussi. On lisait Marx, Engels, maintenant c'est presque un gros mot de citer Marx, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il est très intéressant, vous savez. Il n'a pas dit, non, mais c'est ce qu'on en a fait peut-être après, mais en tous les cas, il y a des choses pertinentes, et les classes sociales, c'est quelque chose qui est toujours au travail, qui est toujours à l'œuvre. Donc mon père était effectivement un pur produit de cette classe ouvrière, de cette classe sociale où on ne bougeait pas. Donc j'ai fait un double handicap. La question pour moi de faire des études, et en tant que fille, je voyais mon frère sortir, mais moi je n'avais pas le droit. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mon père me disait, c'est parce que c'est un garçon et que toi tu es une fille. Et pour lui, ça suffisait. J'ai jamais accepté cette explication. Et je ne vois pas pourquoi ça devrait changer quelque chose. Mais je formulais tout cela maladroitement parce que je n'avais pas les outils que vous avez quand vous pouvez aller dans une université. Et bravo de faire une université populaire que vous appelez différemment aujourd'hui, mais qui a toujours existé dans les traditions de gauche. C'est indispensable. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de comprendre. Il faut comprendre les choses, savoir comment elles fonctionnent pour pouvoir les combattre et pour pouvoir les changer. Le résultat de tout ça, c'est qu'à 17 ans, je travaillais, qu'à 17 ans, je ramenais fièrement mon salaire à la maison, à mon père, qui je donnais intégralement ce salaire, mais je dois dire que déjà, la semaine même où j'ai commencé à travailler dans une entreprise, c'était à Bordeaux, j'ai couru m'inscrire à des cours du soir, parce que je voulais passer le bac. Voilà. Et j'ai eu la chance aussi, à ce moment-là, de rencontrer celui qui est devenu mon compagnon de vie pendant plus de 60 ans, et qui lui était étudiant, et qui m'a encouragé vivement, que j'ai épousé, avec qui je suis parti en Grande-Bretagne. Et là, j'ai appris l'anglais. Ça a été aussi un atout considérable, notamment quand je suis arrivé au Parlement européen. Parce que l'anglais, c'était la langue de communication au Parlement européen. Donc, j'ai couru. Mon premier engagement a été celui de la culture. J'ai voulu conquérir la culture. Et donc, j'ai suivi des cours et j'ai passé mon bac très tard, à 26 ans. C'est pas forcément un modèle. Hein. Moi, c'est pas parce que je l'ai fait que je pense que c'est une bonne chose. Je ne le regrette pas, parce que je me suis forgé vraiment dans cette école de la vie, mais en même temps, je ne pense pas que ce soit la meilleure des formules à proposer. C'est pas parce que ça vous est arrivé à vous que c'est forcément bon pour tout le monde. Ça, c'est encore une notion dont il va falloir pouvoir sortir. Il y a eu d'autres rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer Marie-Thérèse Ekem et j'ai eu la chance de rencontrer Colette Audry. Je ne sais pas si ces noms signifient quelque chose pour vous. Colette Audry est une très grande dame de la littérature. C'était celle qui, à mon sens, devrait avoir sa place en littérature parce qu'elle a écrit, elle avait une très très belle écriture. Elle a été prof de littérature. Et toute sa vie, elle est restée une enseignante. Moi, elle m'a appris à écrire, elle m'a surtout réconcilié avec la politique parce que j'étais fâché avec la politique, parce que mon père était SFIO. Comme je l'entendais parler, j'ai pris en horreur tout ce qu'il incarnait. Donc j'ai attendu longtemps, j'ai attendu 34 ans avant de penser que la politique pouvait être une belle et bonne chose, et c'est Colette Audry qui m'a réconcilié avec la politique. Elle n'a pas sa place, si maintenant elle a une
petite place à l'entrée du Parti Socialiste. Il y a une entrée qui s'appelle Colette Audry depuis, je crois, 1 an à peu près. Alors là, on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait parler d'elle? Et on s'est dit, ah, mais il y a Yvette Roudy par là, elle l'a connue, on va aller lui demander. Alors moi, naturellement, je suis venu, et je me suis aperçu que beaucoup de gens ne connaissaient pas Colette Audry, il faut la connaître. Il y a des études qui ont été faites sur elle, il y a même une thèse qui a été faite, je crois, sur Colette Audry, ainsi que sur Marie-Thérèse Ekem. Colette Audry, donc, m'a réconcilié avec la politique. Elle m'a fait entrer au mouvement démocratique féminin, c'est mon second engagement. Associatif, parce qu'on peut s'engager dans beaucoup de domaines, mais l'associatif, ça peut être aussi un engagement. Et là, j'ai appris et j'ai rencontré Marie-Thérèse Ekem, laquelle m'a fait rencontrer après François Mitterrand. Et bon, à partir de la rencontre avec François Mitterrand, ça a été la très très grande aventure. Très grande aventure. Mitterrand était très intéressé par les gens qui étaient un peu différents des autres, ça a été ma chance. Et mon premier mandat a été celui du Parlement européen. Et là, au Parlement européen, je suis resté 2 ans, c'était en 79, de 79 en 89, j'ai découvert un Parlement très ouvert, beaucoup plus ouvert que l'Assemblée nationale, qui est très fermée, très structurée, où les groupes, vous pouvez passer vraiment 2 mandats à l'Assemblée nationale dans une très grande ignorance. Moi, j'ai découvert, et je n'ai pas tout découvert, j'ai fait 3 mandats à l'Assemblée nationale, mais je suis sûr que je n'ai pas tout découvert ce qui existait comme possibilité. Le Parlement européen, c'est un lieu ouvert. D'abord, vous avez beaucoup de pays représentés, et là, vous apercevez même qu'à l'intérieur du groupe socialiste, vous avez affaire, malgré tout, à des cultures différentes, et à des manières de penser et de se comporter différemment. Et j'ai eu la chance, là, grâce à l'anglais, de communiquer avec des Italiens, mais parce que, tout simplement, bizarrement, je ne sais pas quelle est la situation aujourd'hui, je me suis senti beaucoup plus proche des communistes italiens qui, à l'époque, étaient des gens assez extraordinaires. C'était 79, c'est peut-être plus la même chose aujourd'hui, je ne sais pas. Mais enfin, c'était la grande époque du compromis historique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le compromis historique, ça a été cette idée géniale qui voulait réconcilier les socialistes et les chrétiens, les catholiques et les socialistes. Ça a été une idée qui est sortie de l'esprit d'un homme, d'un grand génie, je veux dire, et qui a donné d'excellents résultats. Dans la démocratie chrétienne en Italie, ça a changé, ça a évolué mal. François Mitterrand disait, au bout de 10 ans, il faut toujours changer les directions des structures dirigeantes. Parce qu'au bout de quelques temps, elles retombent forcément dans des travers et dans des habitudes. Et je pense que c'est une excellente idée. Donc, j'ai eu l'occasion, là, de faire des rencontres encore, et moi, je me suis toujours intéressé aux nouvelles rencontres. Parce que ça vous apporte des idées nouvelles. Ce sont des fenêtres qui s'ouvrent un petit peu sur la vie, sur l'humain, sur les découvertes. Et j'ai rencontré Simone Veil, qui était la première présidente du Parlement européen, et qui était une femme de droite, et moi j'étais une femme de gauche, mais Simone Veil était féministe. Et je me suis dit, peut-être que je peux faire des choses avec elle. Et effectivement, Simone Veil m'a aidé à 2 reprises. Elle m'a aidé à faire passer un texte contre la peine de mort qui existait en France à ce moment-là. C'était avant 81. Donc elle m'a aidé en cela parce qu'elle était d'accord avec moi. Et elle m'a aidé aussi à faire voter une commission des droits des femmes qui existe toujours, je sais, avec divers avatars qui l'ont travaillé, qui l'ont traversé, je sais aussi. Mais je suis devenue présidente de cette commission des droits des femmes au Parlement européen. Et j'ai pu faire avancer un certain nombre de choses. Je ne vais pas vous importuner par tout ça parce que je vais aller assez rapidement maintenant. En 81, Mitterrand a été élu. À ce moment-là, il m'a rappelé auprès de lui et
fois, parce que dans nos institutions, il faut avoir le soutien du président de la République. Il vaut mieux avoir celui du Premier ministre, même s'il n'a pas été élu, il est désigné et choisi par le président de la République. Mais il vaut mieux aussi avoir le soutien du parti dont on est issu, c'est beaucoup mieux, surtout quand on fonctionne dans sa ligne, dans celle qu'il a donc dessinée auparavant. Donc j'ai pu réaliser un certain nombre de choses, il y avait énormément à faire. Il y avait énormément à faire parce qu'on était resté très longtemps dans l'opposition, il y avait beaucoup de retard. Donc j'ai pu, dans ce ministère des droits de la femme, faire voter un certain nombre de choses. Effectivement, le remboursement de l'IVG, qui a été le plus difficile. C'est là d'ailleurs que j'ai découvert quelles étaient les forces contre lesquelles il fallait se battre dans ce domaine-là. J'ai découvert de cette façon une formidable puissance en France que j'ignorais complètement, c'est-à-dire la force et le pouvoir de l'Église catholique romaine. Je ne savais pas que l'Église, moi je croyais naïvement, je suis très naïf, je le suis toujours naïf, il vaut mieux garder un peu de naïveté. Je croyais un peu naïvement que l'Église et l'État étaient séparés. C'est vrai, il y a des textes quand même. Alors, si on se réfère pas aux textes, je me demande un peu. Puis enfin, les lois sont là pour un petit peu soutenir le plus faible contre les abus du plus fort. C'est quand même quelque chose qui est important, la démocratie. Mais bon, l'Église catholique romaine avait l'habitude de faire la loi et elle a conservé un petit peu la nostalgie de cette époque-là. Certains éléments, parce qu'avec d'autres éléments, effectivement, on peut parfois, souvent même, faire un bout de chemin ensemble. Mais l'Église catholique romaine, j'ai eu en face de moi Monseigneur Lustiger, qui était d'accord sur rien avec moi, et qui l'a montré et qui l'a prouvé. Et aujourd'hui, je sais qu'il a encore pas des enfants directement, mais enfin, il a des descendants qui défendent encore ses positions. Alors, j'ai pu faire, je passe sur les diverses lois, il y en a eu 5 ou 6. Celle qui est restée, c'était peut-être la plus fouillée, la plus importante, c'était la loi sur l'égalité professionnelle, qui est partie d'une directive communautaire et qui a donc un texte auquel les États membres devaient obligatoirement obéir, et qui donc donnait des directions que moi j'ai beaucoup enrichi. Et c'est cette loi-là qui est maintenant reprise par Najat Belkacem, qui s'est mis en tête de l'appliquer, parce qu'entre-temps, depuis 1983, eh bien, on ne l'a pas appliqué. C'est-à-dire qu'on ne s'en est pas préoccupé. Parce que nous sommes dans un pays où l'on fait voter beaucoup de lois. Je pense que vous le savez, il faudra aussi éveiller un petit peu l'opinion publique là-dessus. On fait voter beaucoup de lois, on les empile, et ensuite personne ne se préoccupe de les appliquer. Or, il y a des pays scandinaves, où au contraire, on se préoccupe de les appliquer, puis on les corrige aussi à la marge, enfin, on voit après si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc, Najat Belkacem a pris ça très à cœur, et elle a décidé qu'elle allait appliquer cette loi qui, pendant 30 ans, n'a pas été appliquée. Tout n'est pas passé. Je me souviens de la loi antisexiste, ça a été évoqué ce matin, j'ai remis, effectivement, j'ai retrouvé dans mes archives le texte de cette loi antisexiste dont j'ai fait une photocopie et que je vais adresser à, elle est partie, mais elle va la recevoir, Madame Coutel, elle va la recevoir, donc c'est une loi intéressante parce qu'elle donne aux associations féminines et féministes la possibilité de se porter partie civile dès l'instant où elles ont considéré que l'image publique de la femme dans sa représentation était dégradée. Ça veut dire que les affiches, les représentations publiques, vous comprenez certainement ce que je veux dire par là, échappent complètement à un certain contrôle et l'image de la femme est souvent, très souvent dégradée. Donc, cette loi donnait cette possibilité. Elle n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour du Parlement. Elle est passée sans problème en Conseil des ministres. Elle n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour du Parlement parce que les puissances de l'argent, qui sont très puissantes,
pas seulement dans notre pays, mais dans le monde. C'est elle qui mène le monde en ce moment. Les puissances de l'argent n'ont pas supporté l'idée qu'on ne pouvait plus utiliser le corps des femmes comme on avait envie dans des représentations pour vendre des produits. Voilà. Donc ça n'a jamais été inscrit. Ça peut se faire encore. J'étais un petit peu à l'avance, peut-être, je le crois d'ailleurs, mais il faut toujours se dire que la démocratie, ça prend du temps. Nous sommes dans une démocratie inachevée. Un journaliste me disait tout à l'heure, mais comment se fait-il que, voilà, il y a des reculs, etc. C'est un combat. La démocratie, c'est un combat. Et il faut des combattants. C'est pour ça qu'on a besoin de renouveler les troupes. Il faut des gens qui soient vigilants. Donc il faut des combattants. Et notre démocratie est complètement inachevée. Et les droits des femmes sont un sujet politique, directement lié à la démocratie, puisque quelqu'un disait on juge le degré de démocratie d'un pays au statut et au destin et à la condition qui est faite aux femmes. Je pense que c'est vrai, c'est un sujet politique, donc il n'est pas achevé, il est sujet à des avancées, des reculs, des stagnations. Nous savons que la démocratie à cet instant dans ce pays même est menacée. On assiste en Europe à des atteintes à la démocratie, donc la démocratie a besoin de beaucoup de soldats et beaucoup de combattants. Alors je pourrais m'arrêter là-dessus et conclure en vous disant c'est pour ça que vous devez vous engager, sauf que je tiens quand même à vous dire une ou deux choses de plus. En 86, on savait qu'on allait perdre les élections. Mitterrand voulait retrouver ses ministres à l'Assemblée nationale. Il a donc insisté pour que le Parti socialiste nous trouve des points de chute. C'est ainsi que j'ai été parachuté dans le Calvados où je n'avais aucune attache. Moi, je suis du sud-ouest, comme mon accent encore peut l'avoir rappelé, mais je n'avais aucune attache. Et je me suis retrouvé à Lisieux, dans une ville qui a été élue à l'étonnement de tous, à commencer par moi-même. Mais j'ai fait 2 mandats, la ville de Sainte-Thérèse. Je ne connaissais rien du tout. Je me suis jeté sur les bouquins pour savoir un petit peu qui elle était, qu'est-ce qu'elle avait fait, surtout. Moi, je juge les gens sur ce qu'ils font. Bon, je n'ai pas encore fini de cerner le personnage. Je crois que ça va durer encore longtemps, parce que c'est quelque chose de ça. Véritablement, mais enfin, j'ai essayé de faire mon boulot de maire, comme je pouvais, puisque en 89, je suis devenu maire de Lisieux. J'ai donc connu plusieurs mandats. Et je voudrais vous dire que le mandat de maire et la municipale, c'est ce que j'ai trouvé de plus passionnant. Pourquoi? Parce qu'on touche à tout. On touche au social, on touche à l'aménagement du territoire, on touche aux désignations, on touche à tout. Quand vous êtes dans une municipalité, vous avez la possibilité vraiment de tout faire. Ce que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes ministre. Vous pouvez faire quelque chose, bien sûr. Vous pouvez faire des lois ou des choses comme ça. Mais la municipale, c'est celle qui est la plus passionnante. Lisieux était une ville de 25 000 habitants, complètement sous-équipée, il y a eu beaucoup à faire. Je m'en suis occupé, je crois, convenablement. C'est une ville dont le précédent maire avait eu la bonne idée de ne pas du tout utiliser les emprunts. Moi, j'ai beaucoup emprunté. Et c'est comme ça que j'ai pu arriver à aménager la ville et à la reconstituer. Vient un moment, il faut que vous sachiez quand même, vient un moment où il faut savoir s'arrêter. Et à 72 ans, j'ai décidé de quitter la table, de laisser la place à plus jeunes. Mais après, la vie continue, donc il faut trouver de quoi s'occuper. J'ai créé une association qui s'appelle l'Assemblée des femmes, et j'ai trouvé matière à, et ce sera la conclusion, mon dernier cheval de bataille, c'est la parité. Et qui n'est pas achevée, bien entendu, comme la démocratie, mais la parité qui est en mouvement quand même. Et la parité a été lancée, il faut le savoir, par l'Europe. Il y a eu la charte d'Athènes qui disait, dans son second alinéa, la démocratie impose la parité.
dans la représentation et l'administration des nations, parce que les femmes représentent plus de la moitié de la population. Donc, tant que ceci ne sera pas achevé, ça ne l'est pas. Quand ce texte, cette charte d'Athènes est sortie en 92, toutes les associations féminines et féministes se sont emparées de ce texte, ont créé des animations, ont créé des mouvements. Sauf que ceux qui détenaient les clés de la parité, c'est-à-dire les partis politiques, s'en moquaient éperdument. Donc, au bout de quelques temps, je me suis aperçu que les partis politiques ne bougeaient pas, ne savaient même pas ce que c'était. La parité, maintenant on connaît, mais non, c'était en 92. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire encore quelque chose qui était nouveau. Je suis allé retrouver Simone Veil et Edith Cresson, et je leur ai dit à toutes les deux, qu'est-ce que vous diriez si on faisait une déclaration ensemble, 5 femmes de droite et 5 femmes de gauche, sortir un manifeste pour la parité. Toutes les deux ont été emballées, naturellement, et on a passé de très bons moments pendant plus de 6 mois. On s'est beaucoup amusé d'ailleurs, en échangeant nos idées, nos impressions sur ce qui se passait dans nos partis respectifs, on s'apercevait qu'on avait absolument les mêmes difficultés les unes et les autres. Donc on a sorti ce manifeste. Ce manifeste pour la parité a intéressé Lionel Jospin quand il a été Premier ministre. Il a puisé dans nos propositions l'essentiel de sa loi et depuis, à ce moment-là, a commencé, c'était le démarrage de la parité qui est une longue histoire, qui n'est pas terminée. Je vous le disais, la démocratie n'est pas achevée, c'est quelque chose qui est en construction et les droits des femmes, de la même façon, c'est aussi quelque chose qui est en construction, donc il y a du travail pour vous et pour ceux qui vont suivre après nous. Donc il faut renouveler le plus possible les directions politiques, parce qu'elles ont tendance, elles, à se reproduire à l'identique. Donc il y a un énorme effort à faire, et c'est ce que je vous souhaite à tous. Merci.